Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous plutôt. Bienvenue dans cette, conférence qui s'inscrit dans un cycle, de conférences proposées par Unéo sur la thématique, des addictions et donc aujourd'hui, nous sommes 2. Je suis accompagné de Michel Desmurger que je vais présenter, dans quelques instants. Mais avant ça, je voudrais surtout m'assurer que tout le monde m'entend bien. Donc je vais vous écrire dans le chat, petit onglet qui est, en bas à droite. Je vais vous écrire «bonjour». N'hésitez pas à me répondre et je vois bonjour Diane, je vois les premières personnes qui répondent. Bonjour et bienvenue, tout le monde nous entend très bien, c'est parfait. Je vais vous présenter la plateforme. Peut-être que vous aviez déjà participé précédemment à des conférences avec nous. Je vous la représente malgré tout, au cas où. Vous avez donc en bas à droite un onglet chat. Vous êtes un certain nombre à l'avoir trouvé au regard de la vitesse du flux que je vois passer. Vous avez juste à côté de ça un onglet questions. J'insiste sur cet onglet questions. C'est ici qu'il faudra écrire, s'il vous plaît, les différentes questions que vous pourriez avoir au fur et à mesure de la conférence qui va être la nôtre aujourd'hui. Nous les traiterons à la fin avec Michel. Donc merci vraiment d'écrire dans cet onglet questions vos questions et non pas dans le chat. Nous sommes très nombreux aujourd'hui et donc ça va être compliqué pour nous de revenir dans le fil de discussion. Donc c'est pour cette raison qu'il y a un onglet spécifique. Voilà ce que je souhaitais vous dire en guise d'introduction sur la plateforme. Donc je vais vous présenter, Michel, je me présenterai, en second lieu et puis ensuite on va démarrer, cette conférence. Michel Desmurger est donc docteur en neurosciences, directeur de recherche à l'INSERM. Je parle sous ton contrôle Michel, mais je pense ne pas dire de bêtises et également auteur de plusieurs ouvrages dont un, très dernièrement, «Faites-les lire pour en finir avec le crétin digital», une sorte de suite, si je puis dire, à un précédent ouvrage, La fabrique du crétin digital, publié aux éditions Le Seuil. Pour ma part, je suis Alexis Péchard, je suis addictologue, je suis le président et le fondateur du cabinet GAE Conseil, structure spécialisée dans la prévention des conduites addictives dans le monde du travail. Ça va être donc une conférence à deux voix qu'on vous propose aujourd'hui pour aborder avec vous la place des écrans qu'ils occupent aujourd'hui dans notre société, mais surtout l'impact que peuvent avoir cette consommation ou parfois la surconsommation des écrans que nous pouvons avoir sur notre concentration, sur notre attention. On y reviendra tout à l'heure avec Michel, mais surtout plus globalement sur ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, à la fois sur les enfants, mais évidemment également sur nous, les adultes. Voilà le thème de cette conférence. Michel, je te propose une première question du coup, si tu en es d'accord. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit état des lieux en matière de consommation, en matière d'usage finalement? Quel est notre rapport aux écrans, tant du côté des plus jeunes, les enfants, les adolescents, mais également les adultes? Eh bien, bonjour, merci pour l'invitation. Alors, il y a beaucoup d'études. Ce qui est intéressant, c'est que ces études, elles corrèlent, c'est-à-dire que c'est à peu près dans tous les pays dits industrialisés, que ce soit la France, l'Allemagne, les États-Unis, l'Angleterre, on a à peu près les mêmes chiffres. Il n'y a pas beaucoup d'études fiables au travail parce que ça dépend vraiment des activités. Les principales études se sont concentrées sur les usages dits récréatifs, c'est-à-dire les usages des écrans qu'on peut avoir voilà, à la maison, c'est soit les usages domestiques dans le métro, etc., avec les portables. On s'aperçoit que l'augmentation est absolument constante et assez extravagante, en fait, depuis l'apparition de la télé. Donc, en fait, depuis les années 80, 85, il y a la généralisation de la télévision, on a eu les jeux vidéo, maintenant on a les outils mobiles. Et donc, il y a énormément d'études chez les enfants. Il y a moins d'études chez les adultes, mais en fait, les chiffres correspondent à peu près. Donc, il faut vraiment se rendre compte de quoi on parle. C'est-à-dire que chez les enfants, dès la fin de maternelle, début du primaire, les enfants sont quasiment à 2h30, 2h45. On parle par jour, on parle d'écran récréatif. À cet âge-là, l'écran principal, c'est la télévision au sens large, c'est-à-dire tout ce qui est séries, vidéos, streaming, Netflix, etc. Ils viennent après les jeux vidéo, à peu près au collège. Les collégiens, ils sont à peu près à 4h45, 5h. Et puis quand on arrive aux ados, ça devient franchement délirant. On se rajoute aux jeux vidéo et à la télé, encore une fois au sens large, les réseaux sociaux et on arrive à 7h, entre 7h et 7h30 par jour, ça dépend des études. Ça, c'est des études qui ont été menées juste avant le Covid. Il y a quelques études qui sont sorties depuis, qui sont encore plus extravagantes au niveau des temps. Mais bon, comme il y a eu le Covid, comme elles prennent le Covid, je ne suis pas sûr qu'elles soient très représentatives. Mais en tout cas, c'est des chiffres
les prochaines études qui vont sortir qui devraient continuer à augmenter. Voilà. Et pour les adultes, on a moins d'études, mais on est dans les mêmes eaux. C'est-à-dire qu'on pense toujours que ça se concentre sur les adolescents notamment, qui sont des utilisateurs frénétiques d'écran. Nous, les adultes, on est à peu près dans les mêmes eaux, voire dans les études qu'on a légèrement au-dessus. Encore une fois, on ne parle pas des écrans au travail. Ici, on parle hors du lieu de travail, on parle des écrans récréatifs, ou en tout cas de l'usage des écrans en dehors du lieu de travail. Et voilà, il faut se rendre compte, une année scolaire, c'est 860 heures, mettons, pour faire ça. Le temps qu'un gamin va passer sur l'enfance entre 0 et 18 ans, le temps qu'il va passer juste avec les 3 activités principales que sont donc la télévision, encore une fois, au sens large, séries, etc., les jeux vidéo et les réseaux sociaux, le temps, ça correspond à peu près à 27 années scolaires. C'est-à-dire qu'il va passer sur ces écrans-là, sur son enfance, l'équivalent de 27 années scolaires. On nous dit toujours, ils n'ont jamais autant lu, etc. Si on compare à peu près au temps de lecture, le temps de lecture sur écran, c'est 2 à 3%. Et on se retrouve aux alentours de 6 mois. Donc on voit que les activités d'écran sont concentrées sur 3 activités principales: télé, jeux vidéo, réseaux sociaux. C'est vrai chez les ados et c'est encore plus vrai, ou c'est tout aussi vrai chez les adultes. Voilà. Et vraiment, c'est des chiffres, il faut qu'on se rende compte, c'est des chiffres extravagants. Et ce temps-là, il faut le prendre quelque part, on y reviendra. Et forcément, on le prend sur des activités qui sont des activités, pour le coup, vraiment essentielles au développement et à notre vie personnelle. Ouais. Alors du coup, c'est effectivement pas sans impact. Ces chiffres, tu dis même qu'ils sont extravagants. Je vois des réactions, des Oui. personnes qui disent c'est totalement fou ces temps. Tu parles de 27 années scolaires en matière d'équivalence, donc plus de temps passé derrière les écrans finalement qu'à l'école, au collège ou au lycée, Mhm. et notamment sur ce cumul. Du coup, est-ce que tu pourrais, Michel, nous éclairer sur l'impact que va avoir cette consommation d'écran en matière de concentration et d'attention? Alors, il y a plein d'impacts, effectivement, qui sont globalement délétères. Les premiers touchés, effectivement, c'est attention, concentration. Alors, c'est 2 mots qui se ressemblent. Il faut comprendre que, voilà, c'est des mots qui veulent dire plein de choses. C'est-à-dire que, je sais pas, les gens ont peut-être entendu, on nous a dit que les jeux vidéo, par exemple, c'était très bon pour l'attention. Et c'est un peu une arnaque, c'est-à-dire c'est le même genre d'arnaque que celle qu'on nous a servi en son temps pour pardonnez-moi le terme, mais pour l'industrie du tabac. C'est-à-dire on nous a dit le tabac, on trouve un truc marginalement positif. Le tabac, on nous a dit c'est bien parce que ça permet de contrôler le poids. C'est vrai que les populations de fumeurs, il y a 2-3 kilos d'écart avec les populations de non-fumeurs. On nous a dit, vous voyez, le tabac, c'est pas si négatif, c'est génial. On nous a fait un peu le même coup avec les écrans et la concentration. On nous a trouvé un effet positif des écrans sur ce qu'on a appelé l'attention. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que il y a l'attention aux jeux vidéo, l'attention aux écrans, c'est une attention qui est externe. C'est-à-dire que, en fait, c'est une attention de distractibilité. Quand vous jouez aux jeux vidéo, quand vous regardez un film, en fait, les zombies ou les informations, elles sortent de partout sur l'écran. Donc, il faut étendre son champ attentionnel, il faut faire attention à tout ce qui se passe dans le monde extérieur, et c'est sans arrêt le monde extérieur qui vient vous chercher. Et en fait, quand vous avez, on prend un jeu vidéo, mais ça marche sur les autres systèmes d'écran, c'est-à-dire que quand vous avez un zombie qui sort et qui vient vous flinguer, il sort du champ périphérique. Donc, il faut vraiment être attentif à toutes ces informations extérieures, à toutes les informations sensorielles externes. Et c'est ce qu'on appelle être distrait, littéralement. C'est-à-dire que l'information, elle rentre dans le système, elle arrive dans un noyau, au centre du système, dans un gros noyau, et ce noyau, il va considérer que c'est une information importante, il va la transmettre en haut, au niveau du cortex, parce que c'est vraiment l'information à traiter. Donc, ça nous rend extrêmement attentif, si j'ose dire, au monde extérieur. La concentration, c'est exactement l'inverse. Quand on parle d'attention, en fait, c'est justement éteindre tous les signaux du monde extérieur. C'est-à-dire que quand je suis en train de faire un problème de maths ou de lire un livre, il ne faut pas que je m'occupe du gamin qui fait tomber son crayon juste à côté de moi. Voilà. Et là, le système, il fait l'inverse et il apprend. C'est-à-dire que une étude qui est intéressante, qui est amusante, c'est si je vous gratte le doigt, c'est-à-dire si je prends quelqu'un et je vous gratte le doigt, il y a des informations qui vont remonter jusqu'aux aires qui traitent le grattement de doigt dans le cerveau, si j'ose dire, jusqu'aux aires sensorielles. Par contre, si vous êtes en train d'avoir une conversation ou de faire un petit problème de maths, je vous fais compter de 1000 jusqu'à 0, d'arrière en arrière, en comptant à 3, c'est de 1997, etc., 1994, cette information, elle ne va plus remonter, ou beaucoup moins. C'est-à-dire qu'elle est coupée. C'est-à-dire que le système, il va apprendre activement à couper les informations qui nous gênent. C'est ça la concentration. C'est éclairer juste un petit spot au centre de l'écran. C'est l'inverse de cette attention des jeux vidéo qui consiste au contraire à amplifier toutes ces informations-là. Et toutes les études montrent que plus on va passer de temps sur les écrans,
plus on va avoir des déficits, non pas de l'attention, mais de la concentration. C'est-à-dire plus on va avoir de mal justement à s'affranchir de ces informations extérieures, plus on va être distrait, on va se laisser distraire par les écrans. Et pour le coup, il y a des études assez bien faites. C'est-à-dire, ils ont fait ça sur des groupes d'ados. Prenez des groupes d'ados qui ont un téléphone portable et d'autres qui n'en ont pas. On trouve de moins en moins. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a plus de troubles de la concentration dans les groupes d'ados qui ont un téléphone portable. Mais là où les chercheurs ont été un peu pervers, si j'ose dire, un peu vaches, c'est qu'ils ont donné à des ados qui n'en avaient pas des téléphones portables et ils sont revenus 3 mois après et on s'est aperçu qu'on avait déjà une détérioration assez notable des capacités de concentration. Il y a aussi sans arrêt la stimulation sensorielle. Le cerveau, il n'est pas fait pour encaisser une stimulation sensorielle constante et ça a des effets sur notre concentration. C'est-à-dire qu'une étude montre chez les enfants, encore une fois, mais ça marche aussi chez les adultes, une étude montre que tous ceux qui ont des enfants vont comprendre. Il y a un moment donné, le petit, il s'endort. Et là, c'est un bonheur. Vous vous dites, chouette, j'en ai pour 2 heures, il va faire la sieste. Et donc, vous le posez, vous vous mettez à la télé, et on s'aperçoit que le sommeil est perturbé. Vous avez l'impression qu'il dort, et le sommeil du bébé est perturbé par ces informations sensorielles, ces bruits qui rentrent sans arrêt, et ça développe à terme des troubles de la concentration. Ce qui est bien documenté maintenant. Donc voilà, donc il y a des effets négatifs sur la concentration et il ne faut pas se laisser avoir par cette dichotomie et par cet usage un peu abusif du terme attention. Donc il y a ça c'est les effets, j'ai envie de dire, directs des écrans sur nos capacités de concentration. Et par exemple, Microsoft, même si les gens ne veulent pas croire, les chercheurs, ne croient pas les chercheurs ont montré qu'effectivement, quand on comparait télévision, écran, réseaux sociaux, toutes ces activités ont un effet négatif sur nos capacités de concentration qu'on mesure à partir de tests assez précis. Si les gens ne croient pas les chercheurs, ils peuvent croire Microsoft qui a publié cette étude, mais ils l'ont vite enlevée parce qu'ils se sont aperçus que ce n'est pas très malin sans doute. Et donc l'étude disait que les jeunes générations, donc jeunes adultes, étudiants et adolescents, avaient des capacités de concentration extrêmement touchées, extrêmement atteintes, qui les plaçaient, et c'est leur mot, à l'équivalent du poisson rouge. Et donc, en fait, ce qu'il conseillait, c'est que quand vous voulez faire une publicité, ces capacités de concentration sont tellement atteintes que vous avez 10 minutes vous avez 10 secondes, pour les choper. Toute publicité qui dépasse 10 secondes, vous les avez perdues et qu'il faut que ce soit extrêmement trash, si j'ose dire, il faut que ça sorte vraiment du bruit, il faut que ce soit hyper accrocheur pour sortir du bruit. Donc, même les publicitaires vous expliquent que la concentration des jeunes générations, donc jeunes adultes, etc., est altérée par tous ces outils numériques. Et puis, il y a le deuxième effet qui est un effet plus direct sur notre productivité, sur notre concentration. Quand vous avez un téléphone portable ou quand vous avez un mail ou quand vous avez quelque chose, c'est vrai pour les outils qu'on utilise pour le travail, mais aussi les réseaux sociaux et autres qu'on utilise à titre personnel, vous avez toutes ces notifications. Et la notification, le truc, il va sonner. Et il y a plein d'études qui sont intéressantes qui montrent qu'il suffit d'une notification. Vous allez penser, même si vous n'allez pas voir ce qu'il y a sur le téléphone portable, ça va faire dérailler ce que les chercheurs appellent le train de la pensée. Il suffit d'une notification pendant 500 millisecondes, une seconde, vous vous êtes dit est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, pour que le train de la pensée est déraillé et vous ne revenez pas au point de départ. Et ça vous coûte souvent des dizaines de millisecondes, voire des minutes, pour reconstituer le flux de votre pensée et revenir là où vous en étiez avant la notification. Donc, ces notifications sont délétères et souvent les fabricants nous disent écoutez, c'est facile, il n'y a qu'à éteindre les notifications. Mais ça ne suffit pas parce qu'on a des failles dans notre cerveau et c'est vraiment le cerveau, c'est un truc bien foutu, mais en même temps, c'est un truc qui a des failles et comme les gens ne sont pas toujours très cool, il y a moyen d'utiliser un peu ces failles. L'évolution, elle a stabilisé dans notre cerveau un certain nombre de comportements qui ont été jugés favorables à la survie. Et l'un de son comportement, c'est la capacité à trouver de l'information. C'est-à-dire quand je trouve de l'information dans mon environnement, voilà, j'ai un buisson qui bouge, et ça peut être le vent, ça peut être un prédateur derrière le buisson, ou ça peut être une proie derrière le buisson. Et si je trouve cette information, je suis récompensé. Et c'est là le système de récompense. Le système de récompense, c'est la même chose que ce qui se passe vous êtes dans un laboratoire, vous voulez entraîner des singes ou des chats ou des rats à faire une tâche. Quand ils font quelque chose de bien, vous leur filez une cacahuète et ça fait qu'ils vont reproduire ce comportement. C'est un peu la même chose avec le système de récompense, sauf qu'on ne vous file pas une cacahuète, on vous file un petit shot de dopamine. Et donc, à chaque fois qu'on va trouver de l'information dans notre environnement, et l'une justement des forces de ces écrans-là, que ce soit les jeux vidéo, que ce soit les réseaux sociaux, etc., que ce soit la télé, c'est d'activer notre système de récompense. Et donc, en fait, en activant notre système de récompense, ça nous récompense et ça augmente les chances qu'on y revienne. Et donc, parmi tous les éléments qui ont été stabilisés par l'évolution, il y a cette prise d'information. Vous avez là un téléphone portable. Il est là.
il ne sonne pas. Et votre téléphone, il est éteint. Et donc, n'empêche qu'il est éteint à côté de vous, il est dans votre poche et vous le sentez. Et là, il y a votre système qui vous dit, il y a peut-être une information. On est câblé pour ça. On est câblé pour faire. Vous savez que dans 99,9% des cas, il n'y a rien de fondamental, que si quelque chose de fondamental arrive, d'important, on va vous le dire. Mais n'empêche que le système, il est fait. Il est vraiment, son élan, c'est ça. Il a besoin de trouver cette information et quand il la trouve, il a son shot de dopamine. Donc, à chaque fois que vous allez sur votre téléphone portable, à chaque fois que vous l'allumez, non pas parce qu'il y a une notification, mais sur un processus interne qui vous dit j'ai besoin de trouver de l'information. Et à chaque fois que vous allez le consulter, vous avez votre petit shot, de dopamine, ce que les chercheurs appellent le FOMO, Fear of Missing Out, la peur de rater quelque chose. C'est un peu, vous voyez, c'est un peu comme quand vous êtes au resto, maintenant ils mettent des écrans partout sur les murs, et vous êtes là et vous discutez avec la personne qui est avec vous, et vous avez énormément de mal à pas aller regarder ce qui se passe sur l'écran. C'est un peu le même système. Et juste pour une étude qui est rigolote, ils ont pris des étudiants, ils leur ont fait un cours. Et donc, pendant le cours, la table était vierge, ou alors sur la table, il y avait le téléphone portable posé, éteint. Éteint, mais vraiment éteint, en ligne, en avion, tout. Et en fait, la compréhension du cours s'est révélée moins bonne, très significativement moins bonne quand vous avez le téléphone éteint, parce que même quand on ne s'en rend pas compte, il y a toujours cet arbitrage, j'y vais pas, je vais le consulter. Et ce qui est encore plus rigolo dans cette étude, ils ont fait une autre étude où ils avaient des voisins. Et le fait d'avoir un voisin qui consulte un téléphone portable, vous êtes toujours tenté de mais qu'est-ce qu'il fait le mec à côté de moi, enfin, vous êtes dans le train, vous êtes comme ça là. Et pareil, ça aussi, ça va attaquer notre concentration. Donc il y a vraiment tous ces systèmes-là qui sont engagés donc il y a trouver de l'information, mais il y a aussi avoir des relations sociales positives. Alors on n'est pas dans la concentration, quoique ça sert aussi au travail. Et en fait, par exemple, vous avez ces likes. À chaque fois qu'on a une interaction sociale positive avec quelqu'un, on a un petit shot de dopamine. Et le like, c'est vraiment un truc. Le gars qui a inventé ça, c'est un génie du marketing. Éthiquement et humainement, c'est un cochon. Mais au niveau marketing, le mec, c'est un génie. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et donc, il y a des études qui montrent chez les ados que quand les ados, et c'est intéressant, en fait, c'est des ados et des jeunes adultes, des étudiants, qui montrent que quand plus ils ont cette propension à aller justement consulter leur téléphone portable pour voir si on a mis des avis sur eux, pour voir, etc., plus on a un dérèglement du système de récompense. À l'adolescence, on a une hyper-réactivité à ce qui se passe dans notre environnement, à ce que les autres pensent de nous. Mais normalement, dans le temps, ça décroît. Et puis, on devient un peu plus, si j'ose dire, raisonnable dans ce domaine-là. Le système réagit moins à ces avis-là, à la pression des pairs, si j'ose dire. Et on s'aperçoit que le fait d'aller consulter sans arrêt son téléphone portable pour trouver de l'information, mais aussi pour voir ce que les autres pensent de nous, ça induit un dérèglement du système de récompense qui va favoriser ses usages, qui va favoriser l'addiction, etc. Et donc, voilà, le truc, c'est pas seulement quand tu l'utilises. Et le système de récompense, c'est vraiment l'un des trucs à pas toucher. C'est vraiment une finesse absolue. Et quand vous le déréglez, vous avez tout un tas de surusage, de ce qu'on appelle l'addiction. Voilà, donc pour ce qui est de concentration et attention et comment dire, addiction au sens le plus large, avec des règlements du système de récompense, alors effectivement, ces outils ont un impact très délétère, oui, malheureusement. Merci Désolé, ça fait beaucoup d'infos, mais vraiment, il y a beaucoup à dire. C'est très important. On comprend bien effectivement à travers à la fois l'attractivité, au-delà, je mets de côté l'impact que tu as très bien expliqué en matière d'attention et de concentration, mais surtout l'attractivité des écrans et comment ça agit directement effectivement sur le système et notamment sur le circuit de la récompense. C'était très clair. Il faut vraiment comprendre que notre cerveau, il est très en fait, notre cerveau, il a une vulnérabilité à cet usage-là. Et c'est pas seulement une question de volonté. Ça tape vraiment dans une faille fondamentale de notre cerveau. Et c'est pour ça que même si on veut pas, c'est très très dur de résister parce que vraiment, on est en face d'une propriété de notre cerveau qui nous rend extrêmement vulnérable à ces usages-là. Tu veux peut-être du coup expliquer pourquoi? Pourquoi justement il y a cette vulnérabilité? Parce qu'on est fait pour trouver de l'information, c'est ce qu'on expliquait, on est fait pour avoir ces informations sociales positives, qu'à chaque fois on a une récompense, et puis que le système il aime bien les récompenses et qu'on a tendance, j'ai envie de dire entre guillemets, à courir après la récompense. C'est-à-dire qu'il y a des études qui ont été faites chez l'animal, justement où on avait réglé le système de récompense. Les animaux, en fait, ils leur ont mis des électrodes à l'intérieur du système de récompense, dans les zones qui contrôlent ce système de récompense. Et l'animal pouvait, à l'aide d'une pédale, aller activer électriquement ces zones. Donc, activer son système de récompense, comme si on lui filait le shot de dopamine ou la cacahuète au macaque. Et les effets sont absolument
fondamentaux. C'est-à-dire que l'animal finit par tellement stimuler son système de récompense et devenir, le système de récompense se dérègle tellement qu'il finit par en oublier de manger. C'est des animaux qui finissent par en mourir, ou par avoir voilà, des lourds problèmes de santé. Donc voilà, toucher au système de récompense, ça touche vraiment à l'intimité de notre fonctionnement cérébral, et c'est la porte ouverte à toutes sortes effectivement d'autres comportements, parce que nos comportements d'appétence qu'on a envie de faire, vous savez, tiens, je boirais bien un deuxième verre, mais je vais le faire, je vais pas le faire, j'en sais rien. Quand le système de récompense est déréglé, c'est beaucoup plus difficile, voilà, d'inhiber nos comportements et d'avoir ce qu'on appelle un self-control, une self-discipline. Et ces outils dérèglent vraiment ce système de récompense. Et c'est ce qui permet justement, entre autres, de revenir sur le caractère addictogène, des écrans, le caractère addictif de ces pratiques en ligne. Le parallèle là, si je prends ma casquette de, plutôt d'addictologue, mais tu prenais à l'instant l'exemple de l'alcool. Effectivement, quand on bascule, quand le circuit de la récompense, si entre guillemets, il est grillé, si je puis dire, avec l'alcool, un des choix ou en tout cas une des opportunités, que peuvent prendre effectivement, des patients accompagnés va être le choix de l'abstinence, qui n'est pas facile évidemment. Je rentre pas, ici dans ce détail-là. Sur la question des écrans, la question, elle se pose un petit peu différemment parce que les écrans aujourd'hui, sont partout, et puis, avant, d'engendrer, des risques ou des difficultés, ils apportent aussi quand même, un certain nombre d'effets positifs. J'avais vu que c'était une des questions, on y reviendra tout à l'heure. Il n'y a pas que des effets négatifs, aux écrans, il y a aussi tout un panel d'avantages, de fonctionnalités, au Oui. quotidien, dans notre travail, mais pas que, qui sont permis. Et donc pour des personnes, qui développent, une dépendance, aux écrans, effectivement, c'est compliqué. On a vu donc, ces questions d'impact. Est-ce que tu pourrais maintenant nous éclairer, Michel, en matière de santé? On le sait, l'usage intensif des écrans, l'hyperconnexion, mais également la cyberdépendance vont avoir des effets délétères sur la santé physique et mentale. Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Et puis également, revenir, sur la question du sommeil, qui n'a pas été encore abordée. Peut-être que tu pourras aussi nous dire un mot là-dessus? Oui, alors juste d'abord une petite parenthèse. Il ne s'agit pas de faire Ouais. une campagne technophobe, dire qu'il faut virer tous les Oui, écrans, oui. évidemment, ça a des effets positifs. Mais le fait est que quand on regarde les ados et les jeunes adultes, quand on nous met des écrans entre les mains, c'est rarement pour les effets les plus positifs, voilà, qu'on utilise nos écrans. Voilà, personne ne nie que personne ne demande à ce qu'on revienne à la roue pascaline ou à la charrue à bras. Voilà. Donc, voilà. Moi, sans les écrans au travail, je suis malheureux, je ne peux plus bosser. Bref, donc c'est en fait. Il y a des effets qui sont effectivement très lourds, au-delà des effets sur la concentration, sur la santé, voilà, qui sont Mmh. des effets le plus souvent indirects. On a des effets, l'une des premières pierres angulaires et qui explique aussi des problèmes de productivité au travail, une pierre angulaire du fonctionnement humain, c'est le sommeil. C'est-à-dire que les gens pensent souvent qu'on dort pour se reposer. En fait, pas du tout. Le cerveau, il n'a pas besoin de se reposer. Vous avez des cellules dans le cerveau qui envoient 100 informations par seconde depuis le moment où vous naissez jusqu'au moment où vous allez mourir. Voilà, toutes les secondes, il y a 100 informations qui partent. Mais le cerveau, il a besoin de faire, si j'ose dire, la maintenance de l'organisme. C'est-à-dire que c'est un peu comme dans un magasin. Vous rentrez dans un magasin le jour des soldes, c'est un capharnaüm d'enfer, tout le monde rentre et les gens qui sont là, ils ne peuvent pas ranger. Et donc, le cerveau, c'est pareil. Quand on est réveillé, le cerveau, il fait plein de choses. Parler, marcher, interagir avec les gens, taper sur. Tout ça, c'est des choses qui demandent énormément d'activité cérébrale et qui empêchent le cerveau de faire son travail de maintenance de l'organisme. Donc, au niveau au niveau de la mémoire, au niveau de la psyché, au niveau de la santé, au niveau du système immunitaire, tout ça. Et donc, le cerveau nous fait dormir, non pas pour se reposer, mais pour pouvoir travailler. Pendant que nous, on dort, lui, il travaille. Et voilà, il se passe énormément de choses. C'est-à-dire que si on ne dort pas assez, il y a des problèmes sur tous les espaces de notre vie. Alors, la vie psychique, voilà, vous aurez des problèmes voilà, il y a des problèmes de mémoire, il y a des problèmes d'anxiété, il y a des problèmes de concentration, il y aura des problèmes d'obésité, il y aura des problèmes de dépression. Donc, le sommeil, si on touche le sommeil, on va avoir tous ces problèmes. Et les études montrent que les écrans touchent le sommeil, si on touche le sommeil de la même façon que les écrans touchent le sommeil dans sa durée, parce qu'ils réduisent la durée du sommeil, mais aussi dans sa qualité, parce qu'ils dégradent la qualité du sommeil, on s'aperçoit qu'on a des déficits dans tous ces domaines-là. Ce qui serait miraculeux, c'est pas que ça serait qu'on n'ait pas ces déficits-là, ne serait-ce que via le sommeil. Et pour les gens que ça intéresse, je ne sais pas, mais
On nous dit souvent, oui, sur la santé mentale, c'est pas privé, il n'y a pas d'études, enfin, c'est pas prouvé. Enfin, on a tous ce baratin. Les données sont extrêmement nettes. S'il n'y avait que le sommeil, elles expliqueraient tout ça. 41 procureurs de 41 États américains viennent de déposer une plainte dans une dureté absolue vis-à-vis de Meta, donc Instagram et Facebook. La plainte, c'est les termes de la plainte expliquent qu'on a, notamment sur les ados et les enfants, mais les utilisateurs en général, qu'on les a attirés, qu'on les a fidélités et qu'on les a piégés aux seules fins de faire des profits. La plainte explique que ces gens-là savent pertinemment que, et ils ont des documents internes prouvant qu'ils savent pertinemment que ces produits-là sont délétères en termes d'anxiété, de dépression, voilà, de sédentarité et autre chose. Et donc, il y a cette plainte, et la plainte dit que ça crée des dommages considérables, c'est un de la plainte, des dommages considérables sur la santé mentale et physique. Donc, ces dommages-là, notamment sur la santé mentale, sont bien prouvés, via le sommeil notamment, mais pas seulement. C'est-à-dire que, voilà, quand vous êtes, si j'ose dire, un mec normal ou une fille normale, et que vous voyez sans arrêt des extraterrestres dans les séries, à la télé, des gens qui font. Voilà, l'américaine moyenne, elle fait 1m60, je crois, pour 72 kilos. L'actrice moyenne, elle doit faire 1m80 pour 58 kilos. Et à force de voir ces gens-là, le deuxième mécanisme, c'est qu'on considère que la normalité, c'est ça. Les mecs, ils ont tous des tablettes de chocolat, je veux dire, à faire pleurer dans les chaumières. Et voilà, et donc voilà, on finit par s'imprégner, par croire que c'est la norme, et ça a aussi des effets, voilà, sur notre fonctionnement mental. Donc tout ça, il y a ça. Après, il y a ces effets-là. Il y a des effets sur la sédentarité qui sont notables pour les chercheurs. Les chercheurs qui étudient la sédentarité, le temps d'écran, l'écran très créatif notamment de jeux vidéo et de télévision, c'est devenu le proxy par lequel ils peuvent étudier la sédentarité, avec des effets, voilà, des effets sur l'espérance de vie qui sont notables. Ils ont estimé par exemple une heure d'écran sèche, ou passer une heure devant un écran, ils ont fait le même calcul avec les cigarettes. Une heure d'écran, c'est 22 minutes de vie en moins. C'est-à-dire que le temps qu'on passe devant les écrans, ou enfin, en tout cas, qu'on passait devant les écrans il y a 10 ans, ça explique une baisse de 2 ans et demi à 3 ans de notre espérance de vie via la sédentarité, mais c'est aussi particulièrement important chez les enfants. Il y a des effets indirects qu'on ne perçoit pas, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'accidents vasculaires cérébraux précoces. Je ne dis pas que les écrans sont seuls responsables, mais quand on prend des études chez l'enfant, prenez des enfants de 5-6 ans, c'est le moment où le système cardiovasculaire va se développer, et on s'aperçoit par exemple que pour ces études-là, les enfants sont beaucoup moins actifs, donc le système va moins se développer, donc ils ont par exemple des artères qui ont un diamètre plus fin. Et si vous avez une artère qui a des diamètres plus fins, donc le système se développe moins bien, quand vous arrivez à l'âge adulte, le petit caillot qui sera cassé, il ne passe plus. Et donc, vous avez un AVC à ce niveau-là. Donc, il y a des effets de long terme aussi. Et ces facteurs-là expliquent la recrudescence massive des accidents vasculaires cérébraux. Pour partie, pas totalement évidemment, mais c'est aussi un facteur. Ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que la sédentarité, ce n'est pas l'absence de sport. C'est-à-dire que la sédentarité, c'est le fait de rester assis pour, en gros, des périodes supérieures à 2 heures. C'est-à-dire que les gens se disent, oui, mais le soir, je vais courir. Oui, mais ça n'empêche pas. C'est-à-dire que au début, le modèle, c'était ce qu'ils appellent la couch potato, la patate de canapé. Et maintenant, le modèle, c'est devenu la active couch potato. C'est-à-dire même la patate de canapé active, si j'ose dire, comme disent les chercheurs, ça a des effets parce que il y a toujours tout un tas de cochonneries qui passent dans c'est très schématique. Il y a toujours tout un tas de cochonneries qui passent dans le flux sanguin. Et il y a un certain nombre de ces cochonneries, de ces reliquats métaboliques, si j'ose dire, qui sont captés au niveau musculaire et qui sont détruits là, au niveau du muscle. Si vous restez assis trop longtemps, la machinerie musculaire, elle se met en repos. Et donc, la machinerie musculaire, elle ne fait plus son boulot. En tout cas, c'est une hypothèse. Et donc, ces éléments-là vont aller se fixer sur les organes et ailleurs. Et ça explique, c'est l'un des effets qui explique effectivement les effets négatifs de la sédentarité sur l'espérance de vie, etc. Donc, même les gens qui sont actifs, il y a des effets. Donc, la règle, c'est toutes les heures et demie, 2 heures, je ne sais pas, toutes les heures et demie, levez-vous, faites le tour de votre bureau, allez boire un café avec vos potes, je ne sais pas, faites ce que vous avez à faire, mais restez pas assis pour des périodes prolongées parce que vraiment, ça a ses effets sur la sédentarité et les écrans accentuent effectivement cette sédentarité. On a des effets sur l'obésité. Les écrans accentuent l'obésité, alors via la sédentarité, parce qu'on est moins actif, via le sommeil. L'un des facteurs principaux de développement de l'obésité chez l'adulte, c'est la dégradation du sommeil. C'est-à-dire que moins on dort et plus on a de chance, plus on a faim le lendemain, plus on mange, etc. Et puis il y a des effets sur les pubs alimentaires, si j'ose dire, et aussi sur le fait. Quand on voit des gens manger à l'écran, on a plus de chances d'avoir envie, nous, de manger, d'aller chercher un truc à grignoter. Donc il y a ces effets qui sont des effets indirects. Il y a aussi des effets comme
quand vous mangez devant un écran, vous décidez d'être un mec super sérieux et super studieux, vous restez au boulot entre midi et deux, vous mangez votre pizza devant l'écran, vous allez en manger un tiers de plus, ça va perturber les mécanismes de satiété. Et donc, on mange beaucoup plus quand on mange devant un écran. Non seulement ça perturbe les effets de satiété, mais en fait, 2 heures après, vous vous rappelez, la mémoire de ce qu'on a mangé est un facteur qui fait qu'on va manger moins après. Donc, on demande aux gens de se rappeler ce qu'ils vont manger à midi, ben, ils mangent moins après. Donc, quand on va manger devant un écran, on va moins se rappeler ce qu'on a mangé, on va moins se rappeler les quantités. Et même après, on va manger plus et on va remanger plus tôt. Donc, les facteurs qui lient écran obésité sont vraiment multiples. Et puis, on a des effets sur les conduites à risque qui sont extrêmement bien documentés chez les adolescents. C'est-à-dire que la mémoire, comment dire, la mémoire, c'est une intelligence d'association. La mémoire, elle associe les choses. Si je vous dis docteur et qu'après je vous dis chaise ou infirmière, vous allez reconnaître beaucoup plus vite le mot infirmière. Vous allez le nommer beaucoup plus vite parce qu'en fait, quand je vous ai dit docteur, tout le réseau qui est lié au système hospitalier, docteur, infirmière, tout ça, ça remonte. C'est un système génial. Ça remonte à la surface. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans un hôpital, vous avez toutes les informations nécessaires qui sont là. Et donc, c'est assez génial au niveau de notre fonctionnement, du fonctionnement cérébral. Le problème, c'est que vous allez pouvoir lier des choses temporellement qui n'ont rien à voir. Et quand, par exemple, vous avez des gens à la télévision, il y a plein d'études de contenu, les gens disent on ne fume plus. Alors, c'est vrai qu'on ne fume plus au JT sur la table, comme le faisait Morosi, mais il n'y a jamais eu autant de scènes tabagiques que les gens peuvent regarder, d'ailleurs, que sur Netflix ou sur les séries Amazon. On n'a jamais autant fumé que dans ces séries-là. Et le système ne s'en rend pas compte. C'est-à-dire qu'on regarde ce qui se passe à l'écran et on ne voit pas tellement que les gens fument. Ils ont chopé des gens à la sortie du film Avatar et ils leur ont dit est-ce qu'il y a des acteurs qui fument dans Avatar? Et les gens ne se rappelaient pas. Ils étaient au seuil de chance. Et la réponse est évidemment oui. Et à force, dans l'écrasante majorité des cas, c'est des gens qui sont beaux, c'est des gens qui sont sexy, c'est des gens qui sont intelligents, c'est des gens qui ont du pognon, c'est le mec qui va se taper la bombasse, c'est des gens qui ont de l'argent, etc. Passez-moi l'expression, elle est un peu grossière, mais vraiment, ça résume ce qu'il y a dans la littérature. Et donc, plus les gens sont soumis, notamment les ados, à ce genre d'image, plus ils vont avoir une représentation positive du tabagisme. C'est-à-dire que si je dis tabagique et qu'après je mets des mots négatifs, ils vont être reconnus beaucoup moins vite que des mots positifs comme rebelle, sexy, sympa, riche. Et donc, il y a vraiment un lien qui se fait dans notre cerveau entre tabagisme et tout un tas d'attributs positifs qui sont les attributs mais à notre insu, qui sont les attributs des personnages qui fument. Et en fait, les gens qui sont si on compare le quart alors c'est des ados, le quart des ados le plus exposé au quart des ados le moins exposé, on s'aperçoit que leurs chances de se mettre à fumer sont multipliées, ça dépend des modèles, entre 3 et 4. C'est un facteur qui pèse plus lourd que de savoir si vos parents sont fumeurs ou si vos copains fument. Ça marche pour l'alcoolisme, ça marche pour l'ensemble des conduites à risque, le sexisme, etc. Les troubles du comportement alimentaire. Plus de 60% des femmes en France qui sont de poids cliniquement sain se trouvent trop grosses. Et le facteur numéro 1, ce que je disais tout à l'heure, il est dans ces facteurs-là. Si vous êtes déjà fumeur, par exemple, c'est la même chose que si vous êtes en train de regarder un film et qu'il y a des gens qui se mettent à manger une pizza, et puis dans l'étude, après, à la fin du spot, vous pouviez manger sur un buffet. Les gens qui avaient vu des gens manger dans le film une pizza, ils mangeaient un tiers de plus. Voilà, pour les fumeurs, c'est pareil. Ils ont montré un film avec des gens. Soit il y avait une scène où l'actrice fumait et l'autre scène, elle ne fumait pas. Il fallait marcher 10 minutes pour aller fumer à l'entracte. Et en fait, il y a 2 fois plus de personnes qui avaient vu des gens fumer à l'écran qui sont mis à fumer. Donc, si vous êtes déjà vous-même fumeur, consommateur, etc., vous allez avoir beaucoup plus de sang par des effets qu'on appelle priming ou amorçage, de vous y mettre vous-même. Donc voilà, donc ça a des effets sur l'ensemble du champ sanitaire, il n'y a plus que ça. Mais les effets principaux, effectivement, c'est sédentarité, obésité, sommeil et puis comportement à risque, notamment chez les adolescents. C'est-à-dire que les images tabagiques sont beaucoup plus. L'écrasante majorité des gens qui se mettent à fumer, qui se mettent à avoir des comportements dérégulés avec l'alcool, sont des gens qui ont des consommations, plus la consommation est précoce, en tout cas pour le tabagisme et l'alcool, des consommations qui commencent avant 18 ans. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effets après, et notamment des effets de renforcement. Quelqu'un qui va arrêter de fumer et qui regarde des séries Netflix, il va avoir beaucoup plus de mal que s'il ne les regarde pas, parce qu'à chaque fois, il va y avoir des gens fumer à l'écran, et à chaque fois, ça va être un arbitrage, et ça va être compliqué. Je rajouterais, avant de te reposer encore une question et de rebondir, dans les conduites à risque, également ce que l'on mesure et ce que l'on retrouve aujourd'hui, je dirais, dans nos consultations, c'est tout ce qui est en lien avec les jeux de hasard et d'argent, tout ce qui est en lien avec les crypto-monnaies, et tout ce qui est véhiculé notamment par certains influenceurs sur les réseaux sociaux, avec une promesse qui est faite avec ces mêmes codes que tu expliques en matière de désirabilité sociale, en matière,
parlais de la cigarette de manière très juste, mais on le retrouve aujourd'hui de la même manière avec ce qu'on appelle les influx voleurs, ces influenceurs sur les réseaux sociaux qui ont des Oui. techniques marketing extrêmement agressives et qui promettent pardon, notamment aux plus jeunes ou des publics en tout cas plus socialement également à risque, l'idée d'avoir des gains extrêmement facilement, très rapides et très importants, et où on voit effectivement tout ça aujourd'hui se véhiculer de manière extrêmement rapide. Encore une Alors, si dernière question, Mich je peux ouais? me permettre juste un truc, l'obésité, notamment chez l'enfant, l'un des facteurs les plus puissants d'obésité infantile, on nous dit toujours manger, bouger, comme comme si en bougeant, en faisant 3 fois le tour de la table, vous alliez vous débarrasser du McDo que vous venez de manger. En fait, l'un des facteurs, la pression publicitaire que subissent les enfants pour ces produits-là est l'un des facteurs les plus puissants de prédiction de l'obésité infantile. Et juste un deuxième point, si j'ai 3 secondes, pour montrer Oh, la finesse de ces mécanismes, parce qu'on dit, ouais, le sommeil, moi, pas touché, moi, ça va bien. On se prend tous pour des cadors et on se dit, moi, c'est bon, si je dors pas trop, c'est pas grave. Ils ont fait une étude, alors c'était des ados, mais c'est pareil pour nous, on n'est pas plus pertinent. En tout cas, on n'est pas plus efficace à se défendre contre ces images. Ils ont pris des ados et ils leur ont fait apprendre une leçon. 1 heure après, ils leur ont demandé de jouer à un jeu vidéo qui s'appelle Mario Kart. C'est pas d'une violence inouïe, c'est pas zen, mais c'est d'une violence inouïe. Et 2 heures après, ils les ont envoyés au lit. Et le lendemain, ils ont mesuré ce qu'ils avaient retenu de la leçon. Les gamins qui ont joué, ils ont retenu à peu près la moitié de ce qu'ils avaient appris. Les gamins qui n'ont pas joué, ils en ont retenu plus de 80%. Et ils ont enregistré le sommeil et ils se sont aperçus que le seul fait d'avoir joué à Mario Kart 2 heures avant d'aller dormir, ça avait perturbé le sommeil et notamment la phase de sommeil profond. Il y a plusieurs phases dans le sommeil. Il y a une phase de sommeil profond, c'est la phase, vous savez, où vous pouvez jouer des cymbales et votre gamin et vous-même, on a beaucoup de mal à se réveiller. Et on s'aperçoit que cette phase-là, elle est raccourcie. Et en fait, ça s'explique assez bien et c'est des choses qu'on ne mesure pas. Voilà, moi, quand on va voir Shining au cinéma, on ne dort pas bien. Je ne sais pas comment expliquer. Quand on va à l'hôtel, voilà, c'est un bon exemple. On dort moins bien à l'hôtel qu'à la maison. Parce que le sommeil, il est régulé. Alors, il y a toute notre intelligence ou considérée comme telle consciente qui dit oh, ça va, même pas grave, Shining, c'est un film. Le mec qui rentre dedans avec une voiture dans Mario Kart, c'est pas grave, c'est un film. Sauf qu'au fond, il y a des structures qu'on appelle subcorticales qui sont au fond du cerveau, notamment l'amygdale. Et l'amygdale, c'est hyper efficace, mais c'est bête à manger du foin. Et l'amygdale, vous avez beau lui dire même pas peur, même pas mal, ça va, on se calme, c'est un film, je suis à l'hôtel, c'est bon, la porte, elle est blindée, je veux dire, j'ai mis une chaise derrière la porte, mais l'amygdale, elle s'en tape. L'amygdale, elle a eu peur. Et quand l'amygdale, elle a eu peur, chez l'adulte, c'est extrêmement difficile à réguler. Chez l'adolescent, ça se régule encore plus difficilement parce que les voies d'accès sont pas là. Et quand l'amygdale, elle a eu la trouille, l'amygdale, elle se dit, il ne faut pas que je dorme trop profondément parce que je suis dans un milieu qui est dans un milieu instable et incertain. Et en fait, vous prenez 2 chats, voilà, le chat de gouttière et le chat de ma mère. Le chat de ma mère, pour jouer des cymbales, il ne bougera pas, il dort profondément. Le chat de gouttière, vous avez l'impression qu'il dort de la même façon, mais la profondeur du sommeil est régulée. Et c'est pareil après ce jeu vidéo. L'amygdale, elle a pris la trouille, elle régule le sommeil un peu à la hausse en disant je suis dans un environnement, il y a des mecs qui veulent m'écraser, qui veulent me casser la tête, qui veulent me rouler dessus et me découper, donc il ne faut pas que je dorme trop profondément. Et on a des effets comme ça extrêmement subtils, et juste le fait d'avoir joué à Mario Kart, encore une fois, 2 heures avant d'aller dormir, a suffi à perturber très significativement le sommeil. Il y a d'autres études qui montrent que le fait de s'endormir avec une tablette, juste la lumière de la tablette sur l'effet que ça a sur la sécrétion de mélatonine, etc., a des effets sur l'ensemble de la qualité du sommeil. Et le lendemain, quand les gens vont se réveiller, alors les effets ne sont pas monstrueux quand vous vous endormez avec une tablette, n'empêche que les effets sont très détectables. Et le lendemain, quand vous vous êtes endormi, vous avez lu un texte sur une tablette, ou vous avez lu un texte sur un livre papier, le même texte, le lendemain, vous allez être moins réveillé, vous allez être moins éveillé, moins d'éveil, vous allez être plus endormi qu'avec la tablette, qu'avec Voilà, il ne faut pas croire que quand ce n'est pas des effets extravagants et qu'on ne ressent pas et que les gamins ne ressentent pas des zombies, il n'y a pas d'effet. Notamment pour ceux. Pardon. juste peut-être une précision, parce que c'est une des nombreuses questions qui avaient été posées, même si je m'avance un tout petit peu, et je vous rassure, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions, on les prendra à la fin. J'en prends quand même une pour rebondir sur ce que tu viens de dire, qui était: est-ce qu'il y aurait quelque chose de raisonnable en matière, d'utilisation des écrans avant d'aller, dormir, avant le sommeil? Est-ce qu'il y aurait des recommandations, que tu ferais par rapport aux dernières études, en matière d'arrêt d'usage des écrans? Combien de temps avant, finalement, faudrait-il couper les écrans, quels qu'ils soient? Le consensus semble être, en tout cas avec l'américaine de pédiatrie, OMS, au moins 1 heure et demie avant. 1 heure et demie avant d'aller dormir. Ça ne garantit pas qu'il n'y aura pas d'effet. C'est-à-dire qu'il y a l'effet, sur l'étude que j'ai montrée, il y a l'effet de l'écran, il y a l'effet de la lumière lui-même.
qu'on Mmh. peut considérer voilà, acceptable, et 1 heure et demie avant, ça semble suffisant. Et puis il y a l'effet du contenu, si vous avez collé la trouille au système, que vous lui avez montré des images extrêmement stressantes, anxiogènes. Et encore une fois, ce qui nous fait marrer, vous savez, voilà, je sais pas, le chat là, comment il s'appelle ce petit chat là, ce petit oiseau qui nous court après. Bref, les dessins animés qui pour nous sont des choses extrêmement anodines, pour les enfants ont un impact, ça les stresse. Donc voilà, c'est pas la même chose pour nous. Donc si vous stressez le système, bah, vous allez avoir des effets sur le sommeil, même 1 heure et demie avant. Mais voilà, 1 heure et demie avant d'aller se coucher. C'est pas la même chose sur les liseuses. Voilà, les liseuses n'ont pas le même système de lumière. C'est vraiment les écrans à LED, les télés, les jeux vidéo et les tablettes. C'était justement une question, peut-être tu peux y répondre Titi, très Titi, très c'était très moi. ra tu Oiseau. tu combiné. Si tu peux y répondre très très rapidement, effectivement, il y avait une réaction sur la question des liseuses. Est-ce que la liseuse est considérée comme un écran? Tu y as répondu partiellement, effectivement, la luminosité et la typologie d'écran utilisée, Non. n'est pas la même. Le contenu également Alors ça, n'est pas le ouais. même, pardon. Est-ce que tu veux, juste compléter encore? Ah, mais je vais dire entre oui sur la lecture, oui. Donc la liseuse, en fait, les liseuses n'ont pas les mêmes effets au niveau de la lumière. Cela étant dit, les études montrent que quand on lit sur liseuse, quand on lit le même contenu, on enlève toutes les notifications, tout ça, quand on lit le même contenu sur liseuse et sur papier, euh, si c'est Oui Oui Magazine et que le texte est simple, il n'y a pas de différence. Maintenant, plus le texte est exigeant et plus il va y avoir une supériorité du papier sur la liseuse, d'abord parce qu'on semble se concentrer mieux sur le papier, et puis ensuite, j'achète un livre là. En fait, le livre, il a une unité spatiale. C'est-à-dire que le livre, il a des pages et quand on essaye de se rappeler de ce qui s'est passé dans un livre à un endroit donné, on se rappelle à peu près que c'était là sur une page de gauche et que c'était un peu en bas. Et en fait, avec cette unité spatiale, le livre, il nous aide à construire une représentation non seulement de la chronologie des événements, c'est-à-dire que voilà, on se rappelle mieux. Voilà, si vous avez un livre d'histoire, vous voyez que bah, le Louis XIV, il meurt, il y a peu de pages, et puis De Gaulle, il meurt, il y a beaucoup plus de pages. Et tout ça, c'est utilisé pour reconstruire la chronologie des événements et la relation entre les différents événements. Il y a une étude qui montre assez bien, d'un Marseillais d'ailleurs, qui est impliqué voilà, qui montre que vous faites lire, c'était des étudiants, vous faites lire un texte d'une trentaine de pages, c'est 1 heure, et si le texte est un peu exigeant, sur papier justement, en raison de cette unité, notamment de cette unité spatiale, on va mieux retenir et on va mieux comprendre les rapports entre les éléments chronologiques et la coordination. Puis il y a un autre truc qui est un peu plus marrant, c'est-à-dire que voilà, c'est des études qui commencent. Si je vous mets guerre épais dans les mains, pouf, ça va tomber, vous allez vous apercevoir que c'est du solide. Et donc, vous avez une augmentation automatique, vous avez une régulation automatique du système attentionnel. Et avec la liseuse, il n'y a pas cette augmentation automatique du système attentionnel. Donc, il y a plein de facteurs qui convergent et qui font que, voilà, quand c'est exigeant. Maintenant, si vous avez un ado et qui vous dit je veux lire, mais je vais lire sur liseuse, franchement, je fais une liseuse. Hein. Je, hein. Merci, merci Michel. On va arriver sur la fin dernière partie, dernière question que je souhaitais te poser aujourd'hui. Est-ce que tu peux, on a vu bon, les différents impacts sur la santé physique, sur la santé mentale, l'attention, la concentration, le sommeil, l'impact des notifications, le risque addictif avec le circuit de la récompense. Tout ça, c'était très clair. Il y a également ce qu'on appelle des effets secondaires, et notamment sur nos proches liés à cet usage des écrans, à la fois sur le plan émotionnel, sur le plan de l'attachement, notamment chez les plus jeunes, mais également en matière de développement du langage, en matière de réussite scolaire, en matière de relations aux autres, sur le plan psycho-affectif. Voilà, est-ce que tu peux nous en dire encore quelques mots là-dessus? Alors, je voudrais juste qu'il ne s'agit pas de culpabiliser les gens, de leur dire qu'ils font pas Non. bien ou qu'ils font bien. Et donc, mais les études montrent que quand on a l'information, ben, on s'en sort quand même beaucoup mieux que quand on l'a pas. Donc, en fait, on a beaucoup étudié l'écran sous l'angle de l'usage des enfants. C'est-à-dire, les enfants, quand ils utilisent des écrans, ça a un impact sur leur développement. Voilà. Mais il y a plein d'études qui montrent que quand nous, adultes et parents, on utilise les écrans, en présence, en l'absence de l'enfant d'ailleurs, mais dans le champ de la maison, quand nous, on est sur les écrans, bah, les impacts, ils sont à peu près les mêmes sur un certain nombre de facteurs. C'est-à-dire que, voilà, il y a des effets, par exemple, qui sont extrêmement forts sur le langage. L'une des victimes principales des écrans, c'est le langage, directement, parce qu'on va parler beaucoup moins avec l'enfant. Le langage, il se développe d'abord dans l'interaction verbale. Plus on va parler avec l'enfant quand il est jeune, le nombre de mots que l'enfant va entendre quand il est jeune est un prédicteur majeur de son développement langagier intellectuel à long terme. C'est-à-dire, si vous le suivez jusqu'à l'adolescence et que vous avez le nombre de mots qu'il a entendus, le nombre d'interactions verbales dans lesquelles il est pratiqué, vous aurez une vision beaucoup plus précise de la qualité de son développement. Donc, il y a cet aspect-là.
plus l'enfant est sur les écrans, moins il parle. Mais plus nous, on est sur les écrans, moins on parle avec nos enfants. Et donc, les études montrent, par exemple, qu'un gamin de 3, 4 ou 5 ans qui va passer 1 heure à regarder des dessins animés, c'est 50 minutes de moins qu'il aura passé à interagir avec ses parents. Mais c'est pareil, si nous, on passe 1 heure là-dessus, c'est 45 à 50 minutes de moins qu'on passe à interagir avec les enfants. Donc, il y a tous ces effets négatifs. Le deuxième étage de la fusée pour le langage, c'est évidemment la lecture. Il y a beaucoup plus de mots. La richesse langagière est beaucoup plus importante dans les livres qu'elle n'est dans tous les corpus oraux. Vous prenez les dessins animés, les films, les séries, les discussions qu'on peut avoir, l'échange qu'on peut avoir ici. Il y a beaucoup plus de richesse langagière dans un livre d'enfant d'école maternelle qui ne sait pas lire qu'il y en a dans tous ces corpus oraux. Et ça s'explique parce que si les gens me disent tiens, quel tronc, imaginez que vous êtes derrière votre écran et vous dites qu'est-ce que vous faites une photo où le gars il est là, il voit ma tête, il voit la tête des gens, il voit les expressions faciales, il voit ce qui est en train de se passer. Dans un livre, vous n'avez rien. Donc il faut tout, donc il faut des mots pour tout décrire, les formes, les couleurs, les coupes de cheveux, les lunettes, les expressions faciales, la colère, la joie, tout ça. Et donc il y a beaucoup plus de richesse, il y a beaucoup plus de richesse de temps. Voilà, le passé simple, le passé intérieur, tout ça, c'est des choses qui sont que dans les écrits. Donc le deuxième étage de la fusée, c'est que plus on va passer de temps sur les écrans, et moins on va passer de temps à lire à nos enfants. Et vraiment, s'il y a un message à faire passer qui n'est pas lié aux écrans, mais si vraiment il y a un truc qui est c'est le loto, quoi. C'est facile, c'est pas cher et ça peut rapporter gros. C'est vraiment de lire des histoires à nos enfants, de parler avec eux et de le faire durablement, si possible, bien au-delà du primaire et du moment où ils commencent, eux, à apprendre à décoder, parce que c'est pas parce qu'ils commencent à apprendre à décoder qu'ils sont capables de lire. Donc, il faut vraiment, les écrans prennent du temps sur les deux activités fondamentales du développement du langage. Et le langage, c'est la clé du développement d'enfants. Juste un chiffre. Voilà, si vous lisez des histoires à vos gamins, ils prendront 10% de QI. Si vous lisez des histoires à vos gamins presque tous les jours quand ils ont 5-6 ans et que vous revenez quand ils ont 8-9 ans par rapport aux parents qui n'ont pas lu, votre gamin, il aura 1 an d'avance sur le développement intellectuel. Quand il arrivera, voilà, il aura, mais pas seulement sur le langage, sur son intelligence, il sera plus développé d'1 an. Voilà, quand il va arriver au CP, il aura un tiers de vocabulaire en plus, etc., etc., etc. Voilà, donc il y a des effets sur le langage. Il y a aussi des effets sur le climat émotionnel, c'est-à-dire que l'attachement, c'est une fonction fondamentale entre les parents et l'enfant. Il y a plein d'études sur l'attachement et c'est encore un champ un peu naissant. Donc, mais les études montrent de façon convergente que plus les enfants passent de temps dans les écrans, plus nous adultes on passe de temps dans les écrans et ça semble particulièrement intéressant chez nous parce que voilà, l'enfant il vous parle, il interagit et nous on est là sur notre truc et évidemment on ne peut pas interagir. Et ça semble avoir des effets justement sur la qualité de l'attachement. L'attachement, c'est ce qui sécurise l'enfant dans ses explorations. L'enfant, il sait que nous, adultes, on est là et qu'il peut aller se promener un peu plus loin dans le parc. Et donc, il y a des effets négatifs de nos usages à nous sur l'attachement. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il faut que les parents, il ne faut jamais les utiliser devant les enfants, mais ça veut dire que voilà, les excès d'usage ont des effets sur tous ces niveaux-là et que ce n'est pas seulement les enfants sur les écrans, c'est nous aussi sur les écrans. Et ce qu'il faut comprendre, le dernier point, c'est, j'entends souvent cet argument, c'est oh, ça va, moi je regarde les écrans, je ne suis pas con. Vous avez entendu, ça tout le monde l'entend. C'est vrai, parfois, mais non, je te vois, c'est pas dit ça. Et donc, le fait est que ce qu'il faut comprendre, c'est que les effets que ça a sur l'enfant, sur un cerveau en train de se construire, et les effets que ça a sur nous, adultes, avec un cerveau déjà construit, ce n'est pas du tout les mêmes. C'est-à-dire que voilà, faites passer une tempête sur une maison en construction où il y a encore les échafaudages, la maison, elle va tomber. Faites passer la même tempête sur la maison construite, vous savez, c'est les trois petits cochons, quoi. C'est la maison de paille et de bois versus la maison en briques. Ben là, c'est un peu pareil. Et il faut comprendre que ce n'est pas parce que sur nous, ça n'a pas d'effet, que ça n'a pas d'effet sur les enfants. Ou en tout cas, chez nous, ça a des effets, mais qui ne sont pas du tout comparables à ceux que ça peut avoir sur nos enfants. Et il faut comprendre que le cerveau de l'enfant, il est beaucoup plus vulnérable que le nôtre parce qu'il est dans une phase de plasticité, de construction. Et je ne sais pas si on peut donner rapidement une règle, je ne sais pas si c'est une règle, mais voilà. On nous a dit 3 ans. 3 ans, c'est une règle qui n'a pas de sens. Ça a un sens économique, c'est-à-dire que ce qui s'est passé derrière, c'est que l'Académie pédiatrique américaine de pédiatrie n'avait pas de données. Donc, ils ont dit au hasard 2 ans. Et puis, ça a bien plu à l'industrie parce que 2 ans, c'est le moment où la mémoire commence à se former. C'est le moment où l'enfant commence à retenir les marques. C'est le moment où l'enfant il commence à réclamer au supermarché. Avant 2-3 ans, il n'est pas intéressant. Et ce qu'on vous dit quand on ne vous dit pas avant 3 ans, c'est après, vous pouvez y aller.
évidemment. Donc regardez, moi je suis un chevalier blanc, quand c'est pas bon, je vous le dis. Mais en fait, ça n'intéresse pas les principaux fournisseurs. Ça change un peu parce que maintenant les jeunes enfants deviennent un marché, donc ça revient en cause. L'OMS et l'Académie américaine de pédiatrie, il y a deux façons de le dire. L'OMS et l'Académie américaine de pédiatrie nous disent, OK, jusqu'à 2 ans, 0. Entre 2 et 5 ans, OK, 1 heure. 1 heure max. Mais moins, c'est mieux. Et la façon honnête de le dire, quand vous vous êtes acheté un peu de courage, si j'ose dire, en tout cas un peu de courage politique, c'est l'idéal, c'est 0. Et si vraiment, 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 vous ne pouvez pas, parce qu'on a tous des vies plus ou moins compliquées, etc., surtout ne dépassez pas 1 heure avec les très jeunes enfants. Mais pour les très jeunes enfants, jusqu'à 6 ans, 5-6 ans, l'idéal, c'est vraiment 0, parce que c'est une période de vulnérabilité cérébrale sans commune mesure. On s'aperçoit que même des périodes courtes d'usage de 15 à 20 minutes, 10, 15, 20 minutes chez ces enfants ont des effets négatifs. Et surtout, ça prédit les consommations ultérieures. Plus les enfants sont accoutumés ou acculturés tôt aux écrans, et plus après, ça va être des effets. Ensuite, sur les plus grands, on a pris la réussite scolaire où on peut prendre c'est le facteur le plus général, ça ne dit pas tout d'un ado ou d'un étudiant. On n'a pas de facteur aussi général chez l'adulte, mais on sait qu'entre un étudiant et un jeune adulte, ça va être un peu la même chose. Donc le facteur le plus général, c'est la réussite scolaire ou universitaire. On s'aperçoit, si le sommeil est préservé, si les contenus ne sont pas des contenus délirants, du porno ou GTA ou ces jeux-là pour un gamin de 5, 6, 7 ans, et une énorme fraction des enfants, GTA, c'est un jeu d'hyper-violence. Les gens qui veulent regarder et qui pensent que c'est des courses de voiture, tapez quand vous avez fini là, allez sur Google et tapez GTA porn et vous verrez que c'est aussi, un petit film pornographique en lui-même. Et donc, si les contenus et le sommeil est préservé, on s'aperçoit que jusqu'à 30 minutes d'usage par jour, il n'y a pas d'effet. Prenez des gamins qui n'ont pas de difficultés scolaires, qui vont bien, des gamins de fin de collège, donnez-leur une console de jeu ou donnez-leur, ça a été fait, une tablette ou donnez-leur un téléphone portable et vous verrez dans les 3 mois les effets très nets sur la réussite scolaire. Donc des enfants qui n'ont pas de difficultés, donnez-leur une console, ils vont jouer une demi-heure par jour parce que les parents sont attentifs dans cette étude, une demi-heure par jour pendant 3 mois et vous voyez déjà la réussite scolaire diminuer, mais jusqu'à une demi-heure, on considère que voilà, il n'y a pas de dégâts. Entre une demi-heure et 1 heure, on peut considérer que c'est OK, mais il ne faut pas dépasser. Après, on commence à avoir des effets qui sont assez sensibles. Donc, les tout petits, l'idéal, c'est 0. Et après, c'est une demi-heure, c'est le seuil, j'ose dire, sûr, et jusqu'à 1 heure. Voilà. Après, ce qu'il faut, c'est poser des règles pour les enfants. Mais les règles posées toutes seules à la Staline, ça ne marche pas. Donc, les règles marchent. Il y a une étude qui montre que voilà, des gamins regardaient 3 heures, vous posez des règles et ça ne change pas grand-chose. Vous posez des règles et vous les expliquez. Pourquoi ? Parce que ça rend idiot, parce que ça pourrit le langage, parce que ça pourrit la réussite scolaire. Et effectivement, l'effet est beaucoup plus important. Les gamins passaient de 3 heures à 1 h 15. Alors, ce n'est pas mirobolant, mais c'est quand même vachement mieux. Et juste le fait d'arriver à diminuer, c'est pas mal. Je me tais, je suis là. Ça me fait une excellente transition, Michel. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as apporté aujourd'hui. Il y a eu déjà pas mal de remerciements. Je vais vous partager du coup par rapport à cet encadrement et le fait qu'il soit partagé, j'ai même envie de dire du coup co-construit, notamment dans la cellule et le cercle familial. Vous avez un site internet qui est très bien fait et qui peut justement vous aider. Je vais vous le partager immédiatement dans le chat. Il s'appelle Famille Num pour famille numérique. C'est un site internet qui a été co-construit à la fois par le gouvernement, en même temps des enseignants et également des professionnels de la santé et des chercheurs et des parents. Donc, c'est vraiment toutes ces parties prenantes qui sont à l'origine de cette plateforme qui va permettre plusieurs choses, à la fois au départ un autodiagnostic pour identifier un peu quels sont vos usages dans votre famille de l'usage des écrans en fonction de qui la compose et de ce que vous en faites. Et puis ensuite, ce site va vous permettre de piocher, si je puis dire, des conseils pratiques. Tout, encore une fois, ce n'est pas une proposition stalinienne qu'on vous propose à travers ce site, c'est de piocher ce qui va vous correspondre et ce qui vous semble adapté, ce qui vous parle derrière en matière de régulation, d'encadrement de l'usage des écrans dans la famille. Et donc derrière, vous allez pouvoir co-construire une charte spécifique et que vous allez devoir pouvoir partager derrière avec vos enfants. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant et de très bien fait. Je vous le remets dans le chat parce qu'il y a pas mal de réactions. Si jamais vous ne l'aviez pas vu, famillenum.com.
Je vous partage, avant de prendre vos questions, un deuxième site internet. Cette fois, c'est l'addictologue qui parle. Le site internet addicted.fr, le village des addictions. Je vous en ai déjà parlé pour ceux qui auraient déjà assisté à des conférences avec nous. C'est une plateforme grand public sur laquelle vous allez retrouver 3 grandes formes d'informations qui peuvent vous être utiles. Première chose, vous allez retrouver des échelles d'auto-évaluation sur différentes formes de conduite addictive, à la fois sur les produits psychoactifs bien sûr, mais également sur la question de l'usage des écrans. Donc je vous invite, si vous avez un questionnement par rapport à ce sujet, à aller regarder ce site internet, à la fois pour le contenu qui est proposé, mais également pour ces échelles d'auto-évaluation. Si vous aviez besoin d'aller plus loin, parce que le sujet vous met en difficulté, vous-même ou pour un proche, vous avez également sur ce site internet 2 autres ressources. Un forum qui est modéré par des patients experts. Les patients experts sont des anciens malades rétablis sur lesquels vous allez donc pouvoir venir les interpeller, les solliciter et ils vous répondront sur ce forum qui est bien évidemment gratuit et anonyme. Et puis dernière ressource, sur addicted.fr, vous aurez également un annuaire national qui va venir géolocaliser tous les lieux de consultation en addictologie, à la fois les praticiens en libéral, évidemment ce qu'on appelle les structures hospitalières et les XAPA, les centres de soins et de prévention en addictologie, dans lesquels vous allez retrouver des équipes pluridisciplinaires pour vous accompagner, pour vous prendre en charge. Là, on est vraiment dans le registre de la dépendance, de l'addiction. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous. Je vais, avant qu'on prenne vos questions, vous partager immédiatement, avant qu'on se quitte, un questionnaire que je mets également dans le fil de discussion, questionnaire qui est anonyme, tout simplement pour récolter vos avis. Je vous remercie de prendre quelques instants à l'issue de la conférence pour nous donner votre avis sur cette conférence que nous venons d'animer avec Michel. Et donc, c'est le temps des questions. Donc, je vais aller les regarder. On en a répondu à quelques-unes déjà. Michel, une première question. Est-ce qu'il y a un lien entre un TDAH diagnostiqué chez certains jeunes et un usage abusif ou un usage important, en tout cas, des écrans? Oui, la réponse est oui. Toutes les études montrent qu'il y a un lien. Le lien, il n'est pas statistiquement monstrueux, mais il existe et le lien, il passe souvent. Le lien, il est plus fort justement sur la partie attentionnelle du TDAH. Donc oui, il y a un lien. Il y a un lien chez l'humain. Il y a aussi un lien chez l'animal. C'est-à-dire qu'ils ont les rongeurs, c'est moins compliqué que nous, mais ça fonctionne pour nous. Et pour créer ce genre de trouble, c'est-à-dire que si ils ont élevé, je peux pas dire comme ça, mais en tout cas, ils ont élevé des souris et des rats avec Bob l'éponge. Donc, ils avaient le son de Bob l'éponge et ils avaient les images à côté de lumière. Et on s'aperçoit qu'on a des troubles, effectivement, de l'attention, de l'apprentissage, de l'impulsivité. Donc, on a vraiment un trouble qui ressemble à du TDAH. Donc, le lien sur le syndrome global, il est statistiquement avéré. Il n'est pas monstrueux. Mais sur certaines composantes de ce lien, notamment sur l'attention, il est beaucoup plus fort. Et par exemple, le lien entre l'usage des écrans et les troubles attentionnels, il a à peu près la même force que le lien entre tabagisme et cancer du poumon. Donc autant dire qu'il est loin d'être négligeable. Une question qui, je vais mettre un peu en complément, une autre question qui nous a été posée. Est-ce qu'on peut mettre également et faire un lien entre l'augmentation des troubles 10 et l'usage des écrans? Il y a une étude qui vient de sortir qui montre effectivement, qui montre que oui, pour deux raisons. Parce que les enfants qui ont réellement un trouble 10, quand ils vont utiliser la fonction, quand ils vont utiliser par exemple leurs mains, ça va aider à résorber ce trouble. Alors, ça ne va pas toujours les enfants qui ont vraiment le trouble. En tout cas, ça va aider de mobiliser la fonction. Et puis, vous avez le deuxième étage de la fusée, si j'ose dire. On va continuer sur la dyspraxie, mais les, 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 le système, pour se développer, pour se mettre en place, il a besoin d'être sollicité. Par exemple, pour le langage, je montrais que plus les enfants vont passer du temps sur les écrans, et plus les régions cérébrales, il y a des faisceaux qui vont d'une région langagière, celle qui comprend à celle qui articule, par exemple, pour faire simple, il y a un gros faisceau. Ce faisceau, il se développe, il va se mettre de la myéline, donc une petite couche de graisse qui va se mettre autour, qui est extrêmement importante. La sclérose en plaques, par exemple, c'est une détérioration de la myéline. Donc la myéline, c'est pas anodin. Et donc on s'aperçoit que la structuration de ce réseau va moins se mettre en place. Quand vous allez, l'enfant qui va mobiliser ses doigts, pareil, il va myéliniser les fibres, il va structurer le système. Au début, en fait, le gamin, il est livré. En fait, c'est des chemins de campagne, quoi. Il y a des trous, il y a des nids de
roule, il y a des ronciers au milieu, et ces chemins-là, il faut en faire une autoroute. Et pour en faire une autoroute, eh ben, il faut les utiliser, les utiliser, les utiliser. Et donc, il y a un lien, il y a un lien qui est un lien lié à une certaine sous-utilisation. Et dans les deux cas, d'ailleurs, que le trouble soit présent. Et on peut avoir chez certains enfants, l'enfant qui va jamais utiliser sa main, il va pas être 10, mais il va être, si vous lui faites passer des échelles de dyspraxie, il va rentrer dans l'échelle parce que justement, il n'aura pas suffisamment sollicité. Il y a eu ce problème avec l'autisme, les écrans. Alors, l'étude, pas d'études, les écrans ne rendent pas les enfants autistes, mais les enfants qui passent énormément de temps sur les écrans, les très jeunes enfants, il y a deux grosses études qui viennent de sortir. Les enfants qui passent énormément de temps, ils vont avoir des troubles de l'interaction humaine, de l'interaction langagière, de l'interaction sociale, qui, quand on leur fait passer des échelles, vont rentrer dans les critères de l'autisme. Alors, évidemment, si on supprime les écrans, ça va se résorber, ce qui n'est pas le cas avec un autiste, si j'ose dire, mais en tout cas, ça va générer des troubles qui, en surface, vont faire que ces enfants vont être qualifiés d'eux sans l'être. Et par exemple, pour le TDAH, la dernière étude montre que puisqu'on vient d'en parler, je crois que c'est 4 à 5 de la population sur 0 heure d'écran qui a un TDAH contre 16 des populations mineures sur les gamins qui utilisent les écrans plus de 3 à 4 heures par jour. Donc voilà, donc ça peut avoir des effets par des phénomènes de sous-utilisation. Encore une dernière question, Michel. Est-ce que, à ta connaissance, il existerait des supports qui permettent d'aider les parents en dehors de la plateforme que je donnais, mais qui était plutôt sur l'usage en matière de régulation? Là, la question, ce serait, est-ce qu'il y aurait des supports adaptés pour les enfants ou les adolescents pour les informer sur ces risques? Est-ce que À tu ma as connaissance? connaissance, non. Il y a beaucoup de supports, mais qui pour beaucoup ont Google dans leur mécène. Vous voyez, on parlait tout à l'heure du procès qui a été fait à Meta. Je ne sais pas si les gens ont vu, mais Meta, depuis que ce procès, pour rassurer les parents, fait des pleines pages de pub pour expliquer à quel point ils aiment les enfants et à quel point ils ont mis en place des outils de régulation pour aider les enfants. Parce que mon Dieu, qu'est-ce qu'ils les aiment. Donc non, à ma connaissance, il n'y a pas de support, mais voilà, les règles sont assez simples. Il faudrait. Voilà, il faudrait faire une documentation accessible et en tout cas plus facilement accessible par les ados et les enfants. Oui, mais à ma connaissance, Voilà. non, il y a pas. Moi, je vais vous partager malgré tout un site internet complémentaire qui était issu des travaux d'un psychiatre français avec ce qu'il appelait les barrières 3, 6, 9, 12, qui sont les âges, je vous le partage quand même. Ce n'est pas des outils de communication, c'est des points de repère. Après, vous en faites ce que vous voulez, mais je vous le partage simplement dans le fil de discussion. Merci à ceux qui ont déjà participé au questionnaire. Je vous le remets une dernière fois, questionnaire anonyme qui nous permet toujours de nous améliorer pour les prochaines conférences. Je vous le remets dans le chat et je regarde si il y avait autrement pas mal de réactions et de questionnements. Peut-être aller une dernière pour la route. Comme ça, on débordera seulement de 5 minutes. Michel, 2 minutes pour toi. Que penses-tu de tout ce qui est en lien avec l'interdiction de l'usage des téléphones à l'école? Le fait d'interdire, par exemple, de mettre son téléphone dans une corbeille à l'entrée dans la classe. Quelqu'un réagissait également en disant qu'il y avait un projet d'interdiction en Espagne jusqu'à 16 ans à l'école sur l'usage des smartphones. Voilà, est-ce que tu veux réagir et répondre à ça? Mais je Dernière. préfère l'information à l'interdiction. Maintenant, ça ne me choque pas qu'on demande aux enfants de poser leur téléphone portable quand ils arrivent à l'école. Bien au contraire, il y a une étude qui montre que les gamins qui utilisent, voilà, c'était encore une fois, c'était des étudiants. Donc, c'était l'une des meilleures facs américaines. Donc, c'est l'une des facs ce qu'ils appellent le top 10. Donc, c'est vraiment supposément la crème des étudiants américains. Voilà, pour chaque heure de téléphone portable utilisé, si on ramène la population à 100, pour chaque heure de téléphone portable utilisé personnellement en dehors de l'école, le gamin perdait 4 places, c'est-à-dire que celui qui était 50e, il finissait 54e. Et pour chaque heure de téléphone portable utilisé dans l'enceinte du collège, c'était 8 places qui étaient perdues. Et voilà, et donc ça va vite parce que quand on sait par exemple que voilà, médecine, le numerus clausus, c'est 15-16%, 18-10%, ça dépend. Voilà, quand vous avez perdu 8 places d'un coup, entre celui qui a 0 et celui qui a 1 heure, c'est beaucoup. Donc voilà, qu'il ne l'utilise pas à l'école et qu'il
pas aller sur Instagram pendant qu'ils ont cours de maths. Pour être honnête, ça ne me choque pas plus que ça et je trouvais ça plutôt même rassurant. Il faut savoir que les données PISA, je prends juste 30 secondes, mais les données PISA sont sorties, elles sont cataclysmiques pour la France. C'est-à-dire que, Mm. pour que les gens comprennent bien, en mathématiques, un enfant de troisième français a le niveau d'un enfant de CM1, CM2 de certains pays asiatiques comme Singapour. J'ai bien entendu CM1, CM2, c'est le niveau là-bas de troisième. Ils ont pris des mesures extrêmement drastiques pour limiter le temps d'écran en constatant effectivement le lien extrêmement négatif qu'il y a entre l'usage de ces outils et la réussite scolaire. Et ce lien, il passe aussi beaucoup par la famille, c'est-à-dire que des études montrent que des enfants qui viennent de ces pays et qui ont émigré aux États, dont les parents émigrent aux États-Unis, donc vous avez un couple qui émigre aux États-Unis et qui a un enfant aux États-Unis ou en Australie, cet enfant-là va garder la même supériorité académique que les enfants de son pays d'origine, justement parce que beaucoup de choses passent au niveau de ces régulations par la famille. Donc je crois que la famille peut faire beaucoup, mais pour répondre clairement à la question qu'ils l'interdisent à l'école pendant les cours, mon Dieu, ça me paraît être du pur bon sens. Merci Michel, merci, merci à tous. On va arrêter là cette conférence. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Merci encore une fois pour votre participation extrêmement active aujourd'hui, d'avoir participé également au questionnaire de satisfaction. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite encore à le faire, c'est possible. Et rendez-vous l'année prochaine pour de prochaines conférences en ligne avec Uneo. Merci beaucoup, très bonne journée et à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci Michel. Ah bah avec plaisir.